Bonsoir et bienvenue à ce 84e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Pas jouer de la Guillaume la tendresse. Yes! Je vais te faire plaisir aujourd'hui, je pense que c'était mérité. Yes! Guillaume la tendresse. Tu savais, c'est l'homme et de la là, situation. l'anecdote qui vient avec, c'est que c'est le Ouais, c'est le premier à premier. mettre le 84, Mhm. mais c'est aussi le dernier numéro à avoir été porté. Tu sais, c'est le seul numéro qui avait jamais été porté avant 2007. Et Guillaume la tendresse est le dernier techniquement à ouvrir la porte à un nouveau numéro sur la glace. OK. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça, je savais pas. C'est tellement une statistique bizarre qu'en 2007, là, il y avait personne qui avait porté le 84 jusqu'en 2007. Ouais. Et Guillaume Même- la tendresse, il dit ça, tu quoi, ça me tente. Même le 69 avait déjà été porté. Absolument. Ouais, par... comment il s'appelle? C'est-tu McDonald's ou c'est un gars des Sharks, là. Ah, Yeah. tu parles d'Andrew Desjardins, toi? Desjardins. Ouais. Oui, voilà. Mais ouais, non, 2007, bon, Guillaume la tendresse. Merci, Phil, ça a fait ma journée, pour vrai. Hey, aujourd'hui, dans ce 84e épisode, c'est pas compliqué, notre segment mise en échec, où on parle de hockey, bien sûr, et on va parler aujourd'hui des joueurs qui, selon nous, se sont le plus améliorés. Et on en choisit un par division, donc un dans l'Atlantique, un dans la métropolitaine, un dans la Pacifique et un dans la centrale. Avant, bien sûr, d'embarquer dans notre segment Tour de piste et le dernier segment Tour de piste avant mars parce que c'est la dernière course, le dernier Grand Prix qui se passe à Abu Dhabi en fin de semaine. Est-ce que Max Verstappen va pouvoir remporter 3 courses de suite et devenir champion du monde encore une fois? Ou est-ce que Lando Norris pourra garder son titre à son actif? Il y a aussi Oscar Piastri qui est là. On en parle moins d'Oscar Piastri, mais peut-être que ce sera un sujet de conversation pour plus tard. Et bien sûr, notre segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 84e épisode. Mais Phil, je te laisse débuter. C'est notre segment mise en échec. Ton joueur le plus amélioré... Et on va commencer dans l'Est, dans l'Atlantique, pourquoi pas. Ouais. Qui est ce joueur dans l'Atlantique? C'est bon, c'est ce que j'avais fait dans mon ordre. Je sais pas Il y a pourquoi un ordre, hein? l'Atlantique, pour Atlantique, moi, c'est... métropolitaine, centrale, Pacifique. Oui, Dans ma tête, OK, oui. super. C'est juste comme ça semble évident. inné. Je sais pas pourquoi, mais ça semble évident. Oui, c'est ça. Je pense que les équipes de l'Est, c'est quand même les équipes qu'on voit le plus aussi. C'est les équipes les plus mainstream. Une équipe dont on entend beaucoup parler d'ailleurs cette saison quand même parce que elle a surpris cette équipe, c'est les Bruins de Boston. Ah, on a le même. Et on a le même. Ouais. OK, ben, je pense que écoute, un gars qui doit être mentionné dans cette équipe-là, c'est Morgan Geekie. Yep. Pas le choix. Je veux dire, c'est phénoménal qu'est-ce qu'il accomplit cette saison présentement. Du côté de Morgan Geekie, déjà la saison dernière, on démontrait des signes. Là. Il y avait Un bon 57 points, Morgan Geekie, oui, l'an dernier. 57 points. Puis il y avait aussi terminé la saison là, vraiment sur une très belle clôture là, à cette saison 2024-2025 avec 11 buts à ses 14 derniers matchs. Mais à ce moment-là, on pouvait encore parler peut-être d'une anomalie statistique parce que ça arrive qu'un joueur connaisse une séquence où il va tout déchirer comme ça. Mais ensuite, c'est de voir, OK, est-ce que ça va se transposer sur le prochain mois, la prochaine année? Et présentement, c'est clairement un oui dans son cas. Cette saison, écoute, en 2025-2026, on a un tiers de la saison derrière nous et le bonhomme est en deuxième position à la course au Rocket. Écoute, je pense que... Derrière Nathan McKinnon. Derrière Nathan McKinnon, oui, qui est à 22, juste devant. Et je pense qu'à ce stade-ci, on peut plus se mentir. C'est clairement quelque chose qui est significatif. Dans son cas, c'est plus un hasard. Il marque à un taux de 26,7% sur ses tirs. C'est son shooting percentage. Wow, OK, c'est vrai? Oui. C'est impressionnant. Oui, ça, c'est un gros chiffre quand même. Je sais que Crosby aussi est dans... lui aussi, là, au chapitre des marqueurs, je pense qu'il est 3e présentement. Puis lui aussi, c'est grâce à un shooting percentage qui est assez élevé comme ça. Crosby, c'est 29 ou quelque chose du genre. Okay. C'est souvent quand tu vois un gars à 29, à 26 qui a beaucoup de buts comme ça, comme... C'est pas très susceptible de rester à ce niveau-là parce que c'est une statistique qui est excessivement difficile à maintenir. Par exemple, un McKinnon à 22, son taux de succès là, sur ses tirs est quand même un peu plus bas parce qu'il lance plus un lanceur de volume. Mais clairement, présentement, du côté de Geekie, c'est la qualité des tirs qui est au rendez-vous. C'est aussi un gars qui a un excellent release, je pense, naturel aussi. Puis c'est peut-être quelque chose qui avait été un peu sous-estimé par les recruteurs ou ses anciennes équipes.
parce que clairement, il n'était pas utilisé dans un rôle où il pouvait maximiser son apport à l'équipe. Puis je pense que c'est un exemple d'un joueur qui est plein de potentiel, qui a passé d'un rôle où il était un petit peu, je dirais, confiné dans un certain sens, comme j'ai l'impression par exemple, à Seattle ou peut-être même sa première saison à Boston, vers la fin de la saison, il était un peu confiné, il était un peu réduit à un rôle de peut-être un middle six, parce que oui, il était bon dans ce rôle-là. C'est un joueur quand même, un attaquant de puissance. Donc, il se débrouillait très bien dans ce contexte-là, mais là, on lui a donné un rôle de premier plan. Je pense qu'à Boston, on a vraiment reconnu, comme on l'a regardé jouer à Seattle, il y a eu une bonne analyse qui s'est faite. Ils ont reconnu que ce joueur-là pouvait vraiment contribuer à un top 6 et ils ont fait cet engagement-là, ils ont pris cet engagement-là de lui donner ce spot-là. Et ça paye présentement pour les Bruins. Puis écoute, je pense que c'est quand même envisageable qu'ils puissent toucher le 50 cette saison. Oui, c'est ce que j'ai écrit aussi. C'est pas du tout impossible. Puis écoute, un gars comme David Pastrnak, qui l'a évidemment déjà fait dans sa carrière, a dit à quel point il était impressionné par Morgan Geekie, puis il l'a dit de sa bouche que le 50 était à portée de main pour Geekie. Donc, ça, c'est pas à prendre à la légère. Évidemment, ils évoluent en très grande proximité, ces deux-là. Donc, si Pasternak le dit, c'est clairement qu'il a observé quelque chose. J'ai vu une histoire aussi, il y a toujours des profils, des histoires qui sortent dans les nouvelles par rapport à des gars comme ça qui connaissent des éclosions. Puis apparemment que dès un jeune âge, son père qui le faisait jouer avec des bâtons en bois parce que il voulait pratiquer avec plus de poids comme bâton. Puis il a dit OK, autre règlement, pas de slap shot jusqu'à je pense il a continué avec cette règle-là jusqu'à ce qu'il arrive en U18 ou quelque chose du genre. Il faisait pas de slap shot du tout. Son père dit il faut que tu travailles ton lancer du poignet. Et comme ça, avec des bâtons plus lourds aussi, a développé vraiment, évidemment, des poignets très forts, très robustes. Et là, ça se démontre aussi parce que c'est un joueur qui vraiment a son lancer, c'est un lancer qui est puissant, qui est très, très lourd. Je pense qu'il peut battre des gardiens un peu partout sur la patinoire. Puis j'ai regardé aussi le lancer le plus puissant de la Ligue cette année, lui appartient, c'était autour de 165 km/h. Geekie. Ouais. Ah, du poignet en plus. Ouais. Je ne sais pas si c'était du poignet. J'assume que oui. Là. Le lancer le plus fort serait plus que ça. 165 km/h. Non, c'est à peu près ça. OK. Parce que systémétrique. 100, c'est à peu près 160. Ça. OK. Si oui, de toute façon, c'est tout qu'un lancer, je suis d'accord. J'en chéris pas tant que ça. Là. J'avais le même. De toute façon, il faut penser aussi qu'il a 27 ans. Est encore jeune, de Morgan Geekie. Puis que même sans Pasternak qui le produit, tout de suite, il joue avec Elias Lindholm et Alexander Steves. Et il a 5 points en ses 3 derniers matchs, dont 3 buts. Puis il joue à l'aile. Habituellement, tu aurais Pasternak sur l'aile droite et bien sûr Morgan Geekie au centre. Là, Geekie va jouer à droite et Elias Lindholm au centre. Ça ne change absolument rien. Sa production est la même. Joueur extrêmement polyvalent. J'ai aussi donné j'ai mis un petit astérix pour Matty Nyes. Que je trouve qu'il a fait un saut vers la star qu'on pensait peut-être qu'elle allait devenir. L'attaquant de puissance qui, un peu à l'encontre de Juraj Slafkovský, va marquer aussi. Présentement sur une lancée d'1 point par match pour la saison. Matthews est blessé, ça veut dire qu'il y a plus de temps de glace aussi. Shout out à Matty Nyes, pour vrai, qui n'est pas Mitch Marner, mais quand même, va produire l'apport de points qu'il a besoin de produire. Il n'est pas Mitch Marner ou il n'est pas encore Mitch Marner? Ne sera jamais Mitch Marner. Okay, c'est bon. Je voulais juste ton opinion là-dessus. Non. C'est juste tellement pas le même style de joueur puis pas la même apport. Je pense pas qu'il pourra se rendre aux 100 quelques points que Mitch Marner peut faire dans une saison. Je suis d'accord. Dans la métro, c'est là où je voulais donner fleur à Justin Brazeau. OK. Wow. Parce que même s'il est blessé depuis un certain temps, voilà 14 matchs déjà qu'il est blessé, Justin Brazeau, il marquait un rythme d'1 point par match. C'était 6 buts, 6 passes, 12 points en 12 rencontres pour Justin Brazeau. Ce qui est, écoute, plus qu'on pensait que Justin Brazeau allait produire et tu peux justement
affirmer ou confirmer ou pas ce que je viens de dire parce que tu regardes cette équipe depuis un bon bout de temps maintenant. Brazo, qui est un peu comme Morgan Geekie, était dans un endroit où son rôle n'était pas apprécié. Puis là, finalement, il jouait sur un deuxième trio, notamment avec Malkin au centre et, si je ne me trompe pas, c'est Manta qui était de l'autre côté. Ça s'est passé pour ce deuxième trio-là. Et en plus de ça, jouait sur une vague d'avantages numériques qui était superbement bonne en début de saison. Malheureusement, là, il est blessé, là. Puis, soit dit en passant, pour un peu comparer ses dernières saisons, sa meilleure saison en carrière n'était même pas de 20 points. Et en tout, il cumulait 29 points en 95 matchs. Et là, il était sur une lancée de 82. Tu vois à quel point là, le niveau a sauté pour Justin Brazo, qui, soit dit en passant, est encore jeune et capable de faire de belles choses pour les Pingouins dans les années à venir et possiblement serait un bon début de reconstruction pour la formation de Dan Hughes. Oui, j'ai cru voir aussi qu'il va faire le voyage avec l'équipe là, pour les 2 prochaines rencontres. Il devrait être de retour le 5, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Officiellement, qui est demain, d'ailleurs. Ça, c'est hautement en doute, là, je te dirais quand même. Là, mais il fait le voyage avec l'équipe. Puis Dubas, dans la dernière conférence qu'il a donnée aux médias, avait dit 7 à 10 jours. Ce sera peut-être un peu moins aussi. C'était peut-être un peu conservateur comme estimé. Pour enchérir là-dessus un peu, parce que je regarde beaucoup les Pingouins, comme honnêtement, quand je regarde Brazo, comme je m'attendais à rien. Franchement, je ne l'ai pas vraiment vu évoluer tant que ça ailleurs. Comme tu dis, c'est un joueur qui avait un rôle assez réduit, mais comme ce gars-là a des sérieuses habiletés de hockey, comme des très, très bonnes mains, visiblement. Puis juste un bon 16 aussi. Puis je pense que c'est vraiment un attaquant de puissance aussi, mais avec une certaine finesse quand même à son jeu. Yeah. Je pense que c'est aussi un cas d'un nouveau départ. Puis je pense que tout le monde s'insère bien présentement dans le système Dan Hughes, puis lui aussi probablement en profite. J'ai hâte de voir si ça va se continuer. Écoute, je pense pas que c'est impossible qu'il allait soutenir là, un rythme de 82 points pour une saison. Mais écoute, peut-être le 35-40 qui est probablement possible, à mon avis. C'est bien sûr sa blessure qui peut le ralentir. On ne sait pas comment il va s'en remettre nécessairement, mais ça sera à surveiller quand même si ça se poursuit. Bon shout, Justin Brazo. Moi, je suis allé avec une équipe ennemie des Pingouins que j'ai eu la chance... Non, pas Horvat quand même. Que j'ai eu la chance d'observer quand même beaucoup là, au cours des dernières années. C'est une équipe qui continue, qui a surpris beaucoup l'année dernière et qui, cette saison, se retrouve encore maintenant première dans la métropolitaine. Jacob Chychrun, pour moi, qui... J'y pense, Jacob Chychrun. Des Caps, qui est un autre joueur de 27 ans, d'ailleurs. Donc, un peu un late bloomer, si on veut, dans le même sens que Morgan Geekie. Et dans son cas également, je pense qu'il y avait une croissance qui s'était amorcée la saison dernière. Il a quand même marqué 20 buts, Jacob c'est ça, la saison dernière. Mais je pense que cette année, il est en train vraiment de consolider. Un 20 buts comme ça d'un défenseur, ça peut être un one-off. Ça peut arriver. Mais je pense qu'il est en train de consolider sa place vraiment parmi l'élite des défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Écoute, je pense que si Cale Makar n'était pas de ce monde, il serait probablement... Le Norris serait potentiellement au menu pour Jacob Chychrun cette saison. Vraiment, écoute, les statistiques le démontrent aussi. Il y a toutes sortes de statistiques avancées super intéressantes à propos de Chychrun. Il est premier en pourcentage de le Corsi en faveur de son équipe. Corsi, c'est une statistique avancée qui est super importante aussi. C'est une métrique surtout pour la possession qui démontre un peu la possession, mais possession, ça se traduit par des chances de marquer, etc. Donc, c'est souvent une des statistiques avancées qui obtient le plus de crédibilité. Il est premier dans la LNH à ce niveau-là. Puis lorsqu'il est sur la patinoire, c'est 62,29%. 62,29% de Corsi, puis le pourcentage de buts anticipés à 64,24%.
lorsqu'il est sur la patinoire également. Ça aussi, c'est premier dans le circuit. Et aussi premier en termes de rebonds créés sur ses lancers, qui est une statistique intéressante aussi. Tellement puissant. Oui, un lancer qui est vraiment, vraiment puissant. C'est un sniper, Jacob Chychrun. Puis c'est un gars qui peut décocher vraiment sans avertir aussi. Parce que c'est ce que ça démontre. Des rebonds, le gardien n'a pas eu le temps nécessairement de se positionner adéquatement, ou il n'a pas pu gérer la puissance du lancer. Donc, j'ai trouvé que c'était une statistique qui parle quand même beaucoup. Puis c'est un gars qui trouve des lignes de tir aussi. Puis il fait plus que jamais. Son shooting percentage aussi pour démontrer son amélioration, oui. Historiquement, dans sa carrière, c'était autour de 7,7%. Et là, depuis la saison dernière et la saison actuelle, il est autour de 11,5%. Puis 4% en termes de shooting percentage, c'est un saut énorme, surtout si c'est soutenu. Puis présentement, c'est soutenu pour Jacob Chychrun. Donc, oui, écoute, je pense qu'on ne peut pas du tout négliger ce qu'il est en train de faire pour les Caps. Yeah. C'est leur défenseur numéro 1 présentement, clairement. Puis ça, c'est avec un John Carlson qui joue encore du bon hockey. Oui, il y a 22 points. Oui, aussi. Donc, je pense que c'est spécial ce que Chychrun fait présentement. Écoute, peut peut-être aller casser le plateau des 60 points cette année. C'est très, très faisable. Écoute, autre que ça aussi, c'est un joueur qui joue bien défensivement également. Il n'y a pas du tout de problème de fiabilité de ce côté-là comparativement à d'autres qui ont peut-être ils sont peut-être un peu plus unidimensionnels ou axés sur l'offensive. Je pense que défensivement, il fait le travail aussi, pas peur de s'impliquer physiquement. Et je vais mentionner ça aussi parce que ça commence à faire surface, puis j'attendais que ça se produise aussi. Pourquoi pas le considérer pour l'équipe olympique canadienne? Je veux dire, c'est honnêtement, c'est un nom qui n'a pas circulé beaucoup jusqu'à maintenant, mais il fait un late push, puis il mérite absolument d'être considéré parce que il y a encore, à la défensive, je pense qu'on se débrouille quand même bien du côté du Canada, mais il y a quand même au moins un poste qui est à... il y en a plus un poste ou deux qui est à débattre. Là. Fait que, le poste à Harley n'est pas solide. Le poste à Doughty, il l'a encore moins. Ouais. Tu sais, les Logs, là, pour vrai, t'as Morrissey, t'as Cale McCarr, t'as Devontae. Le restant, c'est juste des points d'interrogation. Yeah, même Shea Theodore, qui sait si Shea Theodore va pas être un extra sur cette équipe-là avec des additions récentes. Mais ce sera à voir. J'aime bien. J'y ai pensé à Jacob Chychrun. J'ai aussi mis Zegras avec un astérix. Okay. Un point par match aussi, Trevor Zegras, après avoir été abandonné par tout le monde. Il y a eu une très bonne saison recrue, mais là, après ça a descendu tranquillement, mais sûrement. Un grand saut passé de 47 à 82 points quand même dans une saison. Puis c'est ce que se passe présentement pour Trevor Zegras. Ouais. Dans la centrale, maintenant, je pense que le choix est unanime. Ben, j'espère que le choix est unanime parce que c'est clair, selon moi. Là. Ça n'a pas le choix d'être le jeune Connor Bedard, je pense. Non. Qui d'autre? Oui. Je comprends si t'as mis... Même, je comprends pas parce que c'est une recrue, là. Jesper Wallstedt. Je pense pas que ça devrait être le cas. Si c'est ça, c'était pas la plus grosse amélioration dans la Ligue nationale. C'était juste la plus grosse amélioration. Oui. Ouais. OK, c'est ça que t'as mis. T'as mis Jesper Wallstedt. Oui. Il avait pas joué. Et c'était ça mon grand bémol. Ouais. C'est dur de... C'est pas la plus grande amélioration dans la Ligue nationale de hockey. C'est la plus grande amélioration. Moi, je fais l'argument que passer de la Ligue américaine à la Ligue nationale de hockey en tant que gardien de but, puis avoir des statistiques comme il a présentement, tu peux pas imaginer un plus gros saut que ça. Mais on aurait pu faire l'argument pour Jacob Debesch. Oui. Mais Jacob Debesch, on le sait que présentement, ce n'est plus le cas. Là. Non. Oui. Parce que l'échantillon est maigre. Oui, c'est 10 matchs. C'est 10 matchs. Je pense à partir de 10 matchs, ça devient quand même... Okay. Tu peux pas... à partir de 10 matchs, ça devient non négligeable. Pour un je hate pas sur Jesper Wallstedt, tout en passant. Yeah. Ce qu'il fait présentement, c'est monumental. Honnêtement, si c'était 9, je l'aurais pas mis. Mais parce que c'est 10, pour moi, ça devient non négligeable. OK. Ben, ce qui est aussi non négligeable, c'est... 10, c'est un peu la barrière à traverser pour comme, OK, t'es le partant. C'est comme, t'es le partant ou t'es le gardien numéro 1. Comme sinon, t'es un backup. Mais pour moi, à 10 matchs, c'est plus...
Ouais. Okay. Tu peux pas juste ignorer ce qu'il fait à 10 matchs. Puis je comprends que c'est peu, mais je pense que sa cause mérite d'être défendue quand même. Ben, je suis content qu'on n'a pas le même parce que pour moi, Connor Bedard, c'est si pas la plus grande amélioration de la ligue. Tu sais, comme Connor Bedard, tout le monde disait l'an dernier, bon, c'est fini pour Connor Bedard. Quel pire choix de premier au total. Parce qu'il a fait 167 points, si je ne me trompe pas, l'an passé, 61 l'année d'avant. Gagné la recrue de l'année. Et là, tout le monde se sont dit, bah là, il fait même pas un point par match. Le gars avait 20 ans, là, comme la pression était énorme pour Connor Bedard. Et bon, 38 points en 26 matchs pour débuter sa saison. C'est devenu une superstar. Il a finalement eu de la confiance. Ne joue pas avec des superstars non plus. T'sais, il joue avec Burakovsky qui est sur sa droite. Frank Nazar, c'est un deuxième trio, fait que c'est même pas lui. À gauche, c'est son nom de famille, c'est Green. Je me souviens même plus de son prénom. Tellement. C'est quoi son prénom encore? Faudrait que j'aille le vérifier. Là. Mais présentement, c'est lui qui est à gauche sur son trio. Bertuzzi est à gauche sur le deuxième. Il n'y a pas personne qui entoure Connor Bedard. Le deuxième meilleur pointeur, c'est Bertuzzi avec 23 points. 15 points de moins que Connor Bedard. On regarde vraiment là, le Bedard que tout le monde pensait qu'il allait devenir. Et je pourrais pas penser à quelqu'un qui a fait un plus grand saut parce que c'est dur de devenir un bon joueur de premier trio comme que Bedard était à une superstar. Cet écart-là est énorme. Elle est énorme à traverser, mais c'est sans question que Connor Bedard est déjà rendu là et qu'il a mérité sa place sur l'équipe canadienne olympique. Si, je vais virer fou, là, si Celebrini et Bedard ne sont pas sur cette équipe canadienne-là, il y a un problème avec tout le monde qui essaie de diriger cette équipe-là. Ça fait aucun sens. Et soit dit en passant, Celebrini n'est pas là pour la Pacifique, pour moi. Mais je peux facilement accepter l'argument. Il est juste pas là pour moi parce qu'il y a quelqu'un de meilleur, mais ça pourrait être là. Et là pour Wallstead. Bedard était quand même le premier joueur qui m'est traversé par l'esprit et qui m'a traversé l'esprit. Comme je veux dire, c'est impossible d'ignorer ce qu'il fait présentement. Deuxième meilleur pointeur du circuit. Puis ça, c'est seulement parce que Nathan McKinnon est incroyable. Donc, écoute, c'est sûr que j'y ai pensé, mais je me suis dit, pourquoi pas mettre un highlight quand même sur un gars aussi qui, dans les filets, connaît des moments incroyables. Écoute, 23 ans, on avait disputé que 5 matchs, comme je l'ai dit, dans la LNH avant le début de la campagne 2025-2026. Mais écoute, c'est évidemment un gardien qui avait énormément de potentiel, repêché au 20e au total en 2022. Les pauvres Oilers. Ouais, lorsqu'on regarde ses statistiques dans la Ligue suédoise puis dans la AHL aussi, mis à part la saison dernière, c'est des chiffres de bonne qualité pour Wallstead. Donc, clairement, il y avait des indicateurs. Mais cela dit, je pense qu'il n'y a absolument rien qui laissait présager ce qu'il connaît présentement comme saison. C'est une fiche de 8 victoires et 2 revers, 4 jeux blancs. Imagine faire 4 jeux blancs. Comme, ça fait penser à George Ainsworth et sa saison de 22 jeux blancs, 44 matchs. Ouais. Claire, non, c'est 4 jeux blancs en 10 matchs, c'est absurde. Surtout que comme je ne considère pas nécessairement le Wild comme une bonne équipe défensive non plus. Non, si on regarde les tirs contre, 33-41, 32-45 dans les 4 derniers matchs, 4 victoires. C'est ça. Écoute, je le dis sans regarder, mais Minnesota, comme les dernières années, c'est une équipe qui vraiment est dépendante de son offensive là, entièrement. Puis il y a des problèmes à cette ligne bleue-là. Donc, Wallstead est énormément sollicité. Pourcentage d'efficacité de 9,44, même de buts alloués de 1,74. Comme je veux dire, je suis conscient que l'échantillon est faible, mais des chiffres comme ça sur 10 matchs, ça reste quand même rare. Comme 10 matchs, c'est quand même 10 matchs. Pour que ton point soit encore plus valide, parce que je respecte l'idée de ramener Jesper Wallstead, les statistiques de Jesper Wallstead avec le Wild d'Iowa l'an passé dans la Ligue américaine, point 879 puis un 359. C'est ça. Mais si tu regardes les autres saisons... tu compares cette amélioration-là...
je peux facilement comprendre. Sure. Si tu regardes les autres saisons, quand même, il y avait des signes. Mais l'année dernière, je pense que le Wild Iowa était un peu plus faible, là, quand même. Donc, c'est certain qu'il y avait une fiche perdante aussi. C'est certain que les chiffres vont être un peu en basse. Mais tu savais quand même que ce gardien-là, un jour, allait faire quelque chose. Puis de l'avoir fait comme sur les talons d'une saison qui était décevante pour lui aussi, parce que, comme on voit les statistiques, c'est ça qui est très, très impressionnant. Pour moi, je pense qu'il s'est relevé avec brio. C'est un gardien aussi qui... Je pense, je dirais, vient ancrer une équipe du Wild qui a, ça a été des performances en dents de scie entre les poteaux au cours des dernières années, je dirais. Gustafsson, oui, a connu des bons moments, mais des moins bons aussi. Donc, ça vient vraiment... Il y a eu une bonne saison, puis c'était l'an dernier, puis il se fait déjà tasser. Exact. Donc, je pense qu'il vient clairement saisir une opportunité aussi qui se présentait pour lui. On l'avait vu aussi au championnat du monde junior il y a pas si longtemps. Yeah. On savait déjà qu'elle allait être bon à l'époque. A joué dans la Ligue suédoise, a très bien fait là aussi. Puis en moyenne aussi, on regarde, si on regarde là, du côté des buts anticipés, il alloue un but de moins que le total anticipé par match. Par match, c'est dégueulasse. Oui, c'est superbe. C'est superbe. dégueulasse. Ça le place 7e dans cette statistique-là. Puis je pense qu'il y en a plusieurs devant lui qui ont joué très peu de matchs. Il y a Thompson aussi qui est là, qui connaît une saison phénoménale. Évidemment, avec lui, c'est avec 19 matchs. Puis aussi dans ces mêmes chiffres-là. Donc, c'est impressionnant. Mais écoute, Wallstead, déjà à 23 ans, c'est clairement hissé parmi l'élite des gardiens de but de la Ligue présentement. Mais les gardiens, encore, je suis conscient que l'échantillon est faible. On va attendre de voir ce qui se produit avec lui parce que Dobech aussi est arrivé tout feu, tout flamme dans la Ligue. Là, on n'en parle pas. Il y en a, tu peux en nommer une panoplie là, de gardiens comme ça qui sont arrivés et qui ont fait des grosses performances. Je pense à un Dostal aussi peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, en tout cas quand il a fait son émergence dans la Ligue, il était très très fort aussi. Tu peux remonter à un Matt Connor Murray. Ingram. Ouais. Pas pourquoi c'est un des gars Connor Ingram, sure. Donc, ouais, il y en a plein des noms comme ça. Ouais. Mais écoute, je pense que Wallstead, comme si tu regardes vraiment ce gardien-là d'un point de vue technique aussi, je pense que vraiment c'est très, très solide. On l'a comparé à Carey Price. Ouais. Puis je le vois. Mais ça me dérange. Ouais. Mais je le vois. C'est super, super solide de son côté. Donc, je pense qu'il y a vraiment des raisons de croire qu'il peut maintenir le genre de statistiques puis de performances qu'il connaît présentement. Oui, ce ne sera pas au même niveau. C'est impossible, 944 sur une saison entière. Mais ça va certainement lui donner un bon boost. Puis je pense qu'il peut finir la saison même dans la discussion pour le trophée Vézina, potentiellement, s'il joue beaucoup de matchs. Il va gagner le Calder, là. Oui, le Calder, oui. Ça paraît très bien pour lui présentement. Il y a d'autres options, là, peut-être, quand même. Wallstead, là, je pense que c'est un nom dont on doit être très, très conscient présentement. Ce qui reste, donc, la Pacifique. Et là, je vais le redire. Là, je pense que c'est unanime. Ouais. C'est Jack Roslovic. Non. Non, c'est Leo Carlson. Ouais. C'est Leo Carlson. C'est 100% Leo Carlson. Gars, OK. Repêcher deuxième au total, ça veut dire que tu as quelqu'un à battre. Et ce quelqu'un à battre-là, c'est Connor Bedard. L'idée que Leo Carlson, présentement, a 36 points dans sa saison est stupide. Et présentement aussi, son équipe est première dans la Pacifique. Avec 33 points. Je vais rajouter, là, avec 33 points. Le total n'est pas énorme, mais il y a quand même un 1 à côté de leur nom. Et ça, bien sûr, on parle des Ducks d'Anaheim qui ont connu un très bon début de saison. Mais Leo Carlson joue 19 grosses minutes pour une équipe qui n'était pas censée être bonne. Joue avec des jeunes joueurs qui n'arrêtent pas d'être meilleurs à chaque match. Beckett Seneca a rattrapé tout le monde à la course au Calder au chapitre des points. Maintenant, à égalité avec Ivan Demidov. On le voyait pas du tout en début de saison. Ça, tu t'en passes à Ryan Leonard aussi, là, qui est vraiment pas loin avec ses 4 points d'hier. Là. Il est rendu à 18. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est une équipe à reconstruction.
on amène ces jeunes-là, puis la seule chose que tu veux en amenant autant de jeunes comme lui, Cutter Gauthier qui est là, Mason McTavish qui a re-signé pour 7 ans, 7 millions, c'est d'avoir un petit peu de performance. Tu sais, juste une idée que ça va s'améliorer l'an prochain. Et il performe comme ça cette année. C'est monumental pour moi. Aussi, cette équipe-là est vraiment là, en train de se solidifier. Là, tout de suite, la seule raison pourquoi ils perdent tout ça passe, c'est parce que Dostal est blessé là, et qu'on laisse Ville Housseau contrôler les deux poteaux. On est d'accord que on pourrait passer à autre chose là, côté des Ducks. Il va clairement aussi faire partie de l'équipe olympique suédoise. On ne s'attendrait pas à ça l'an dernier, mais là, il va promettre sur un premier trio. Oui, 100%. Et personne ne sera en désaccord avec l'idée que Leo Carlsson serait rendu là. Fou à quel point il a juste passé d'un joueur correct d'une 40aine de points à une superstar dans la Ligue nationale de hockey. Et ça me fait un peu de la peine de voir un peu tourner la page d'une era. En regardant les Bedard, Celebrini, Leo Carlsson, genre détruire la ligue présentement. Leo Carlsson est à égalité avec Connor McDavid. Genre, c'est pas rien ce qu'il est en train de faire. C'est 90 points cette saison. C'est tout de suite, il y a beaucoup. Écoute, la cadence est beaucoup plus que 90 là, mais ouais. Puis ça me dérangerait même pas. J'aimerais tellement que ces trois jeunes-là se rendent là. Je m'attends que Celebrini et Bedard se rendent à 100. Mais juste voir Leo Carlsson, qui est un centre un peu plus responsable aussi, se rendre à 90. C'est ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais, un centre qui est responsable. On parle pas de Nick Suzuki, Mitch Marner, Selke, là. Mais c'est un gars qui est responsable, un peu à la Mark Scheifele, qui va produire aussi ce montant de points-là. Un bon gabarit. Un gars qu'on aimerait dans son équipe, Leo Carlsson. Puis bon, c'est clair. Écoute, j'ai donné un petit coup de pouce à Jack Roslovic aussi. Là, soit dit en passant, c'était pas juste des jokes. Là. Il a quand même 18 points à ses 23 matchs. A remplacé avec brio Brian Nugent-Hopkins, qui là, bon, est revenu et a pris carrément le contrôle des minutes. Là. Roslovic a passé de 20 à 17 à 15 à 11 dans son dernier match. Et là, il est blessé pour quelques instants. Mais il est super, pour vrai. Tant au centre qu'à l'aile, tu peux le mettre n'importe où, Jack Roslovic. Il a fait son passage dans l'Est là, les dernières années. Caroline, les Rangers. Puis, bon, c'est des équipes que je regarde beaucoup quand même, étant fan des Pingouins. Puis, j'ai toujours vu beaucoup de potentiel dans le jeu de Jack Roslovic. C'est un attaquant qui est rapide et qui possède de très, très bonnes mains. Aussi. Donc, je ne suis pas surpris de le voir quand même connaître ce genre de succès-là. Et pour enchérir un peu sur Leo Carlsson, c'est l'attaquant le plus utilisé de son équipe. Faisait partie de la cohorte 2023, justement, avec Bedard, deuxième choix au total. Je pense que cette cohorte-là est en train vraiment de faire des remous quand même dans la ligue. Ils ne sont pas les seuls de ce groupe-là. Il y a Will Smith qui était là aussi. Lui aussi fait parler de lui. Par exemple, Zach Benson aussi à Buffalo qui faisait partie de ce groupe-là. Donc, c'est tous des jeunes comme ça qui, à 20 ans, là, plus ou moins, commencent vraiment à se démarquer dans la ligue. Puis, Carlsson, vraiment, c'en est un bon exemple. Puis, écoute, je pense que c'est clair que dans une certaine mesure, il est en train de surfer sur la vague là, qui se produit à Anaheim présentement, qui a hissé les Ducks au sommet de leur division. Mais je pense que ce serait injuste de dire qu'il se laisse simplement porter par cette vague-là. C'est lui qui amène la vague. Qui mène la charge, carrément. Avec 6 points de plus que tout autre joueur sur son équipe. 45 points en 76 matchs la saison dernière. Il a déjà fait 3/4 du chemin vers cette marque cette saison. Tu comprends? On a joué 20. Lui en a joué 27, ce que j'ai dit 26, c'est 27. 27 matchs. Donc, clairement, il va éclipser son total de l'année dernière. Je pense que, moi, je vais dire même un 2x, 2 fois 45. Moi aussi. Ça semble assez probable. Puis, c'est amplement mérité son rôle de premier plan présentement avec les Ducks d'Anaheim. En plus de ça, il y a un A sur son chandail. Ouais. Lui aussi, on l'avait vu justement au championnat du monde junior. Puis, c'était clairement un gars qui avait vraiment un bon sens du hockey aussi. 100%. Puis, c'est une bonne tête sur les épaules quand même, Leo Carlsson. Donc, je suis content quand même de le voir connaître ce genre de succès-là. Parce que il y a toujours...
je sais pas, j'ai toujours des doutes. Tu sais, c'est un grand attaquant. Puis des fois, je me dis, le 16, des fois, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'un joueur va être overrated. Mais là, pas du tout. Puis je voulais te poser une question aussi. Vas-y. Si, en connaissant les informations que tu as présentement, tu retournes en 2023 puis tu as le choix de prendre soit Bedard ou Carlson premier au total. Je vais quand même prendre Connor Bedard. Okay. Je m'en désole, là, mais être aussi prolifique offensivement avec aucun appui, c'est dégueulasse. Sure. Puis je pense que, tu sais, mettons, si je me remets la tête v'là 2 ans, est-ce que j'ai le film de Leo Carlson que je vois aujourd'hui? Pas du tout. Il y avait aucun... Je peux pas dire qu'il n'y avait aucun signe. Il y en avait des signes. Mais Connor Bedard l'a tellement fait sur une échelle nationale. T'sais, il a marqué 15 points en 7 matchs, justement, dans le championnat junior. A donné la victoire au Canada avec un début fou en prolongation, notamment. Je me dis, tout était derrière Connor Bedard pour que ça fonctionne pour lui. C'était juste une question de le faire de son côté. Fait que non, je pense pas que j'aurais pris Leo Carlson, mais c'est bon de voir que les 2 premiers choix étaient une bonne option. Pour une des rares fois, tu sais. C'est rare que tu vois ça. La dernière fois que ça l'arrivait de cette façon-là, tu penses à Connor McDavid et Jack Eichel, qui étaient 1 et 2 dans le repêchage. Après ça, tu avais Matthews et Laine. Première année, tu t'es dit, c'est sûr que les 2 vont être bons. Finalement, Laine, on sait qu'est-ce qui est devenu lui aujourd'hui. Là. Ouais, si je peux ajouter quelque chose sur Bedard aussi, comme je pense qu'il arrive un stade pour tout joueur de la LNH, surtout les vedettes. Puis, par exemple, l'exemple peut-être le plus célèbre ou le plus récent de ça, ça peut être Crosby, par exemple, pour prendre un exemple commun. Parce que c'est un gars où ses premières années dans la ligue, évidemment, son succès a été assez rapide. Ouais. Crosby, ça fait que dans ce sens-là, oui, il a éclos plus vite que Bedard. Mais il arrive à un stade dans ta carrière de jeune joueur de hockey où ce qu'il faut que tu stand up for yourself. Ouais. Tu dois être là, tu dois montrer que, écoute, il n'y a rien qui te fait peur. Tu dois pas reculer devant les menaces ou les attaques de l'adversaire. Il faut vraiment que tu sois ferme quand même. C'est un milieu qui est tellement compétitif. Puis, écoute, c'est les gros poissons qui mangent les plus petits. Fait qu'il faut que tu montres que tu es un gros poisson. Regarde, c'est une analogie que je vous propose. Ouais. Puis, je pense que Bedard, plus que jamais cette saison, est en train de faire ça. Parce que les dernières saisons, on sentait qu'il était encore peut-être un petit peu craintif ou pas certain de lui-même. Puis je pense que cette saison, plus que jamais, il a gagné en assurance. 100%. Puis il se laisse moins tasser sur la patinoire. Je pense qu'il est en train de gagner le respect de ses pairs dans la ligue. Puis ça contribue énormément à son succès. Et ce manque de confiance-là, on le veut pour les Olympiques aussi, Connor Bedard. Et c'est aussi une confiance qu'a perdu tranquillement, mais sûrement Lando Norris, alors qu'il est dans une fâcheuse situation, même s'il est le meilleur dans la situation, il est dans une fâcheuse situation. On passe à notre segment Tour de piste. On va aller chercher Manon tout d'abord, bien sûr, pour ensuite en jaser de ce dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. De retour avec le segment Tour de piste, c'est Manon qui joue nous. Bonjour! Allô? D'habitude, c'est genre Manon qui joue nous. Bonjour. Ça fait vraiment bizarre. Ça l'arrive. J'ai l'impression d'avoir quitté mon C'est pour canapé. C'est pour la dernière de la saison. C'est vrai, tu après, voulais pas vous enrhumer voyez Phil, tu te dis bon. Non, moi c'est lui qui va j'adore l'avoir. être d'accord avec Phil. Comme moi, c'est ma partie préférée. Ben, on va voir si tu vas être d'accord avec Phil aujourd'hui. C'est évidemment le tout dernier Grand Prix de la saison jusqu'en mars. C'est à Abu Dhabi que ça se passe pour couronner un grand vainqueur. Et je vais vous rappeler aussi les scénarios qui vont permettre ou non à Lando Norris de s'emparer du titre en fin de semaine. Premièrement, Lando Norris, c'est fini dans le top 3. Automatiquement, il a gagné. On s'en fout de qui est derrière lui. Ça ne dérange pas qui est devant. C'est Lando Norris qui l'emporte. Si Lando Norris termine 4e et que Max Verstappen remporte la course, c'est Max Verstappen qui est maintenant champion. Évidemment, c'est la même chose. Un point. Oui, par genre un point. Par genre, oui, c'est exactement un point. Okay. Et fait que dans le fond, pour que Max Verstappen remporte la course, idéalement, il faut remporter la course, mais plutôt le titre. Là.
et que Norris finisse 4e en descendant. Si Lando Norris termine 5e en descendant, 5e, 6e, 7e, il faut que Max Verstappen gagne quand même la course. T'sais, il ne peut pas finir 2e, il faut absolument que Verstappen remporte la course. Okay. Et là, si Lando termine 8e, il faut que Max termine dans le top 2. Si Lando termine 9e, dans le top 3. Et 10e et 11e, la même chose. Pour Piastri, c'est un peu plus difficile. Piastri ne peut pas gagner le titre si Lando Norris termine dans le top 5. Même s'il gagne la course. OK. Même si... Pour que Piastri remporte la course, pour le championnat, il faut qu'il gagne la course et que Norris termine au minimum 6e. Fait que c'est 6e en montant, sinon il n'y a aucune chance. Il y a tant de points de différence? Apparemment que si. Et je vais le dire comme ça, là, pour Piastri, dans le fond, il faut que Norris termine 6e en descendant et que Verstappen termine 2e en descendant pour qu'il remporte le titre. Et si Piastri finit 2e, il faudrait que Lando Norris termine 10e en descendant et que Max termine 4e en descendant. Fait que pour Oscar Piastri, il faut absolument gagner la course et espérer le pire pour ses deux adversaires. Pour Max, c'est un peu plus envisageable, mais quand même, ça va être difficile parce qu'il faut absolument gagner la course et que Lando termine 4e en descendant. Si Piastri gagne, que Verstappen finit 2 et que Lando finit genre 5... Piastri est champion. Non. Si c'est 5, c'est Norris qui est champion. Non, excuse. Oui, c'est Norris qui est champion. Ouais. Hey, c'est bizarre, ce scénario-là. Mais absolument. Ce serait Norris qui gagne. Il faudrait 6e en descendant. C'est un scénario où tout le monde finit à égalité. Oh, je l'ai pas là, mais sûrement que oui. Non, je pense pas. C'est sûrement impossible. Attendez, vous êtes... OK, moi, je trouve ça bizarre. Parce que le premier gagne 25 points, le deuxième 18... Donc déjà, là, on est à 7 points de différence. Mais comme, entre eux, ils n'ont pas tant de points que ça. Attends, ils sont combien en championnat? Si Max termine premier, il a 421 points. Si Oscar termine premier, il a 417 points. Fait qu'il y a des gars qui ont 4 points d'écart entre les deux. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais dû vérifier avant. Mais selon ce que je vois ici, ce scénario détaillé... Piastri, t'as combien de Norris? C'est pour ça me paraît bizarre. Piastri si Norris remporte, il est à 433. Piastri, s'il remporte, il est à 417. Fait que 16 points de différence. 16 points de différence. Ce qui est énorme, soit dit en passant. Ouais. C'est beaucoup de points à rattraper. Tu t'attends qu'il y ait une écart de moins de 16 après la course entre Lando Norris et Oscar Piastri. C'est beaucoup si c'est genre Lance Stroll. Qu'est-ce qui se passe si il y a des gars qui finissent à égalité? Comme... Ça, le critère du tiebreaker serait que ce serait le plus grand nombre de deuxième position qui favorise Lando Norris de toute façon. Fait que Lando Norris, là, il a genre tout dans sa direction pour gagner pour la première fois de sa carrière. Il n'y a pas l'ADN du champion. C'est vrai qu'il n'y a pas l'ADN du champion. Ça, c'est le plus gros mais. Mais en tant que... pendant que Manon recherche ça vite fait, là, des petites notes par rapport à Abu Dhabi, rapidement, mais sûrement. Arthur Leclerc sera de la Ferrari pour la première pratique. Bien sûr, frère de Charles Leclerc. Ça, c'est selon moi, mais les McLaren se doivent quand même de toujours remporter leur qualif, chose qu'ils ont faite durant les 2 dernières courses, même si le résultat fait en sorte que Verstappen a gagné. Il faut se donner le plus grand nombre de chances possibles dès le début. Verstappen est clairement dans son flow state et a avoué qu'il était super zen avant le dernier Grand Prix, qui n'est pas la même chose que Piastri, qui lui est confiant. Et Norris, lui, est conscient qu'il a le plus à perdre. Fait qu'il est un peu stressé, là, Lando Norris, dans ses démarches. Et faut mentionner aussi que les 5 derniers victorieux à Abu Dhabi, en ordre décroissant, Lando, Max. L'égalité est possible. Ouais. Qui serait quand même entre les mains de Lando Norris, qui possède le critère contre l'égalité. Fait que de toute façon, si l'égalité est possible, ça serait Lando qui le remporterait. Non, parce qu'ils ont exactement le même nombre de victoires. Tous. Non, mais le critère, c'est le plus grand nombre de deuxième position. Et ça, c'est Lando qui l'a. Attends, c'est éliminant ensuite les deuxièmes places et que Norris est en tête avec lui. OK. Ouais. Fait que dans le fond, Lando, pour vrai, il a vraiment tout dans ses mains pour gagner son premier titre. Chose que je crois personnellement qui va se passer. Mais il n'y a pas
L'ADN du champion, Voilà. Phil. Voilà. Ça veut-tu dire que tu l'as écarté de ton top 3? Ça serait drôle. Moi, je l'ai pas écarté de mon top 3. J'ai fait un top 3 un peu comme Manon. Mais en parce fait, que, moi, j'ai déjà regardé ce que t'as écrit. Ouais. J'ai mis Max, Lando et Oscar. Tu militais avec moi pour la cause de Max pendant tout ce temps-là. Je puis le là, sais. au dernier Oui, moment. il a changé sa veste. J'ai pas. Ok, non. Ça Ça va. va, Manon, t'as bien fait d'aller de ce côté. Seigneur, ok. Bah L'idée- non, parce que moi, depuis le début, j'ai dit que Max Verstappen ne serait pas champion. Bah, c'est ça qu'il est en train de faire, là. Il est en C'est train fou. de pivoter dans ton Ouais, camp. non, mais ok, mais moi, là, je C'est prends mon juste propre que- canapé, là, ok? Moi, j'ai toujours dit ça. C'est pas que je veux pas que ça arrive parce que ce serait toute qu'une histoire. Je pense juste que c'est irréaliste présentement que Lando termine écoute, déjà là, pas sur le podium 3 courses consécutives. Puis l'une d'entre elles, c'est parce qu'elle était disqualifiée. Là. C'est juste. Tu penses que Carlos Sainz va encore jouer les troubles fêtes et terminer 3e? Je ne pense pas. Non, mais on est sur un circuit où une mini-faute, tu finis dans le mur, c'est terminé pour toi. Oui, là. j'en suis conscient. Et pourquoi Max devrait gagner la course? Ah, c'est juste pour ça, selon toi? Ben non, parce que c'est l'homme le plus confiant présentement en fin de saison. Il y a rien à perdre, entre guillemets. C'est lui qui fait de la course de rattrapage. Puis on le sait qu'en course de rattrapage, il n'y a pas meilleur Il que a Max beaucoup de Verstappen. chance, dirons-nous. Ah, il y a beaucoup de chances de la gagner. Comme, pour moi, il l'a gagné la course. C'est juste qu'avec des voitures comme McLaren, non, je peux pas te dire que Lando va encore finir derrière Carlos Sainz. Ça serait drôle si ça serait Carlos Sainz. Je pense juste pas que ça va arriver Ah, deux en fois vrai, de ils ont suite. vraiment une stratégie chaotique au dernier Grand Prix. Parce qu'en vrai, Ah, ben oui. ils avaient la victoire Ben oui. haut la main, là. Ben oui, safety car sort. Tout le monde au puits sauve les McLaren. Mais comme j'ai pas trop compris pourquoi les stratèges de McLaren ont décidé ça, comme c'est vraiment une question que même eux ont comme questionné, mais en même temps ils sont risqués, comme pour vrai, ils ont fait moins de changements de pneus que le reste de Mhm. ça, Puis ça l'a payé le prix, I guess. Que ça l'a pas terminé comme que il voudrait. Il y a aussi Oh. l'idée que, McLaren ont dit que Oscar allait peut-être aider Lando si c'était le cas. Là, on va dénigrer ce parce que vous pensez fait-là. qu'il n'y aura pas de consigne d'équipe. C'est ce qui a été dit. Hein. Moi, j'y crois pas. Ben, moi non plus, mais c'est ce qui a été dit. Comme Fait que- si OK, C'est ça on que va j'ai vu aussi. on va faire une hypothétique situation là. Mais imaginons que Oscar Piastri est devant Lando et que Lando a besoin de la place pour gagner le championnat. Moi, je t'assure qu'il y aura une consigne d'équipe. Comme ils sont pas stupides au point de perdre le championnat pilote pour 0 consigne d'équipe là. C'est ce Comme qui a été dit. On va pas se mentir, hein, tu peux me dire ce que tu veux, mais Ouais. c'est sûr et certain Ouais, que tu iras pas perdre un championnat pilote pour Ouais. 0 consigne d'équipe. Je comprends. Non, c'est ça. Il y a des scénarios où, comme je pense que faudrait se rendre à l'évidence. Là. Si Piastri est 3e en fin de course, puis Norris est 4e, ben, il va le laisser dépasser. Ouais, ça serait. Dans le Ben, fond, c'est Verstappen ça. est juste. Il n'a pas le choix. Comme. Faut que tout En aille fait, bien. il faut que, pour que présentement Verstappen gagne, il faut que genre soit Lando et Oscar Piastri se rendent dedans dès le début et terminé, on est sûr qu'il est champion. Et là, ce serait la pire catastrophe. Et je pense que tout le monde éteint sa télé. Genre, comme c'est terminé, Non, allez, non. bye. Ciao, bye. Moi, je t'assure que si c'est ça qui arrive, moi, je fais ciao, bye. La F1, je pense que vous allez me revoir dans très longtemps. Non, comme Max Verstappen a trop de chance. C'est la personne la plus impunie de la saison, genre. Alors qu'il a fait le plus d'infractions et a été Non. le pire. T'as-tu vu Lance Stroll sur 4 Ok, pneus? alors, pardon. Hey, minou. Votre héros national, je l'enlève, De ok? dire ça, c'est Il va rester. pas Comme je Logan sais pas, Sargent, là, mais... je vais essayer de trouver un truc à l'effigie de votre héros national à mettre dans le décor. C'est ça ma chose pour Non. la saison prochaine. Non. C'est ça ma contribution. Non, y a pas. Y a On les quelqu'un a dans déjà. l'émission qui a déjà dit « J'aime Lance Stroll ». Non, Pour mais que je m'en tu fiche. penses que... Ben non, faut pas s'en ficher. Vous Il est êtes au là, notre Canada. héros national, Non, maintenant. il est On l'a déjà. Descends ton... Regarde, il a fait un point hier en plus, le petit français Alexandre Texier. Il est à 2, là. Il est à 2. Frenchy McDiff. Attends, est-ce que Ouais. c'est lui qui était en France? Non, c'est quoi l'histoire là? Il y a pas quelqu'un qui a été en France qui comprenait pas les consignes, non, c'est pas lui. C'est lui. Non, c'est C'est lui. lui? Ouais, c'est Ouais, lui. il est pas parti en France. Comme il était français, mais il est venu ici. Il comprenait pas parce qu'il comprend pas l'anglais. Mais là, Martin Saint-Louis parle français et que ça va tout changer. Du coup, il va être Bizarrement, ça meilleur. fonctionne. Là. Ok, c'était ça. Mais J'avais bon. entendu cette histoire. Je sais pas lequel de vous a raconté ça. Sûrement, Mhm. Phil. Ouais. Parlant de Phil, toi, t'as été avec un full-on Max Verstappen va gagner, ce qui veut donc dire que Norris sera 4e. Regarde,
Moi, Mathieu, contrairement à toi, je vais pas abandonner le projet maintenant. Même si je l'avais fait comme j'avais fait comme 3 semaines passées. Non, la semaine dernière. La semaine dernière. OK, regarde. On revient sur le bateau Max Verstappen. Okay. Et il a besoin d'aide. Mais je pense que il y a juste suffisamment d'alliés pour que ça puisse fonctionner. Piastri, Qui sont les alliés? Piastri est son allié dans cette course. Ouais. Parce que si Piastri finit deuxième, guess what? Max gagne quand même. Fait que ça prend juste quelqu'un pour s'interposer entre Piastri et Norris. Puis on a un candidat pour ça. George Russell. C'est Yuki. Non, c'est pas Yuki. Le gars qui est troisième conducteur. C'est Kimi Antonelli. Yes. C'est la personne qui peut s'immiscer présentement puis jouer les héros en compagnie de Max Verstappen. Je pense qu'il s'est pris assez une vague de haine à cause de Red Bull à la fin de la saison que je pense. Enfin, je sais pas si vous avez suivi, mais... j'ai vu. Il s'est pris une vague de haine sur les réseaux sociaux parce que, soi-disant, il aurait laissé passer Norris. Là. Bon, alors que c'est archi faux. C'était pas son. Donc, son moi, je t'assure que si Kimi Antonelli est devant quelqu'un qui peut laisser comme une McLaren, il va la laisser. Juste pour pas que Red Bull gagne. Oh, je pense pas, moi. Je vais. Non, moi, je pense pour la deuxième place. Regarde, honnêtement, Kimi Antonelli pense pas à ça. Moi, je pense qu'il va juste faire sa propre course. Comme t'es en fin de saison, t'as rien à perdre. Tu veux juste. Écoute, c'est quand même un pilote aussi qui est en train de consolider son nom dans la F1. Fait que lui, il court pour lui-même. Mais il va pas courir pour faire plaisir à il court pas pour Verstappen, il court pas pour McLaren, il court pour Mercedes, puis il court pour lui. Fait qu'il va faire ce qu'il a à faire. Puis je pense que c'est juste un pilote qui est en confiance présentement. Pour moi, en fin de saison, je pense qu'il est quand même un peu meilleur, une petite coche au-dessus de Russell. Puis je pense que si Max va avoir de l'aide de quelconque forme, ce sera lui. Okay. Puis ça peut être... Oui, c'est bizarre parce que... Oui, non, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu mentionnes que quand même, dans la dernière course, c'était un dénouement qui était malheureux pour Max. Puis c'était un peu la faute d'Antonelli, mais il avait tellement fait du bon travail pour mais garder... c'est clairement pas sa faute. Il a juste comme... Il est sorti de la trajectoire, il a pu passer, point. C'est ça. Comme, et pour moi... OK, comme j'ai vraiment eu un débat avec ça avec ma sœur, ça c'est là. Mais genre, pour moi, on est en 2025, tout le monde a la même technologie. Tu peux pas arriver en zone de presse et accuser ouvertement un pilote. Tu sais quelles sont les conséquences. Puis le lendemain, poster un joli petit message sur tes réseaux sociaux en disant « Oh, désolé, on aurait vraiment pas dû faire ça, on aurait dû regarder les vidéos avant. » Tu vas pas me dire que t'as regardé la vidéo avant. Tu l'as fait de façon délibérée parce que t'es persuadé que c'est ça que c'est. Puis t'as vu la haine arriver sur les réseaux sociaux et tu te dis ah, OK, comme d'un point de vue éthique, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, mais comme. Ça, je veux dire, il y en a trop dans le sport de ces c'est facile de propager. Tu peux pas juste dire ah, c'est ta faute. Non, comme il a fait une faute. Et je pense que lui-même s'en veut. Comme il tenait quand même une meilleure place que ce qu'il avait. Puis, je sais pas, t'es quand même une équipe qui est respectée. T'as pas à aller dire ça en zone de presse. C'est tout. Comme pour moi, c'est un propos que tu n'as jamais à tenir. Oui, mais si on regarde la chose de la perspective d'Antonelli, je pense qu'il méritait mieux la semaine dernière. Puis cette semaine, je pense que ça va lui revenir. C'est un pilote vraiment qui connaît une belle fin de saison. Puis d'un point de vue individuel, je pense que ce serait amplement mérité. Pour moi, il a large. C'est vrai que c'est le seul avec plusieurs podiums. Ouais, mais en même temps, à voiture égale, tu sais, Adja aurait jamais pu faire ça. Là. Il avait pas la voiture pour. Mais. Sure. Je pense qu'en début de saison, j'aurais peut-être donné à Adja. Oui. Ouais, moi aussi. C'est temps de passer à notre segment sporadique. Phil, et je vois que tu as déjà la grande nouvelle devant toi. Mais d'abord, j'aimerais te dire que Chris Paul s'est fait couper de son équipe de la NBA en les Clippers de Los Angeles, une équipe qui a dominé. Je sais même pas qui joue. Durant le début des années 2010. Et quel âge, Chris Paul? Il est vieux. Il était repêché en 2003, si je ne me trompe pas. Fait qu'il a l'âge de LeBron James. Là. Il est rendu à 40. Puis, il était juste là pour pouvoir se retirer dans l'équipe avec laquelle il a été connu. Et finalement, on l'a coupé. Fait que ça l'a pas fait de belles éloges là, dans les réseaux sociaux notamment. Mais c'est ce qui est ça. Puis je fais juste mal un peu pour le grand Chris Paul. Bref. CP3. Oui. Il n'y en a pas se tromper avec C3PO, bien sûr. Oui. Okay. C'est ça. Parce qu'on fait fréquemment cette erreur-là. Oui.
Écoute, Mathieu, moi, j'ai beaucoup parlé des Jeux olympiques ces temps-ci. Et encore une fois, je pense que c'est... Moi, je build la hype pour les Jeux olympiques. J'ai tellement Avec hâte. plaisir, Phil. C'est en février, mais comme... Pour moi, c'est comme... bientôt. Oui, c'est bientôt. Et les Jeux olympiques d'hiver, écoute, on est Canadiens, c'est notre domaine, c'est notre terrain. C'est la seule fois où vous pouvez gagner. C'est notre terrain de jeu. Hey, regarde, ça, c'était une flèche. Vous n'êtes pas très bon en championnat d'été, là. C'était une flèche. Oui. Et je prends ça avec beaucoup d'amertume, Manon. La flamme des prochains Jeux olympiques d'hiver, oui, donc le flambeau qui est arrivé en Italie aujourd'hui, à un peu plus de 2 mois de la cérémonie d'ouverture. Et c'est d'ailleurs ma première étoile de la semaine, la flamme olympique. Vraiment? Qui est arrivée au comité d'organisateur de Mila Cortina. Je me suis dit, est-ce que c'est la même flamme que les championnats d'été? Genre que comme les Jeux olympiques d'été? Moi, selon ce que j'ai lu, la flamme est arrivée. J'assume que oui. Il faut juste la rallumer. Là. Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs aussi. C'est possible. Ouais. C'est peut-être une gimmick aussi. Il faudrait lire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une vraie flamme qui est comme, tu sais, la Coupe du Monde, par exemple, tu touches jamais la vraie? OK. En fait, c'est faux. Quand le soir, là, quand t'as la Coupe du Monde, t'as la vraie. Puis après ça, c'est toujours des reproductions. Mais genre, est-ce que c'est la même chose pour la flamme olympique? Genre, il y a une vraie flamme olympique, mais genre, tu peux pas la toucher. Faudrait probablement aller vérifier. J'en ai aucune idée. Je sais juste qu'elle est arrivée au comité organisateur. Tout comme Patrice Bergeron est arrivé dans le temple de la renommée de l'IHF récemment. L'un des seuls dans le Triple Crown du côté de l'IHF du hockey international. Superbe athlète international, Patrice Bergeron a été. Et finalement, 3e étoile, ce sera Andrei Markov qui a eu un bel hommage hier du côté du Centre Bell, même s'il n'a pas atteint là, ses 1000 matchs joués en carrière. Ça change rien pantoute, cette affaire-là, mais les gens aiment bien que ce soit un big deal. Il est 3e. Il était à 10 matchs. Hein. Il était à 10 matchs. Il était à 990. Presque. Donc, ouais, moi, écoute, pour la première fois, Mathieu, j'ai fait un 3 étoiles néo-brunswickois. En fait, maintenant, c'est à thème. C'est ça le concept. Oui, c'est à thème. C'est pas à thème, c'est à thème. Je m'en cache pas. Mais oui, cette semaine, c'est Néo-Brunswickois. J'ai travaillé fort. Ça a parti de l'idée que, j'ai un ami, Sébastien Hébert, voisin également. Shout-out. Oui, shout-out, qui participait au championnat de Nouvelle-Écosse pour ce qui est du weightlifting, donc l'haltérophilie. Ah, cool! Et oui, il y a eu une de ses meilleures performances en compétition ever. J'en ai entendu parler là, de mes amis. Et a fait un snatch de 115 kilos et un clean and jerk de 144 kilos. Donc, ça équivaut à un peu plus de 300 livres quand même de soulever. Donc 259 kg et il est arrivé pile poil sur le cut-off qui permettait de se rendre aux nationaux. Cool! En weightlifting, donc c'est félicitations à lui. Oui, grand accomplissement pour lui quand même. Et il était bien content de ça. Sinon, Mathieu, tu voulais qu'on parle de Tynan Lawrence aujourd'hui. Je vais en parler très brièvement comme de ma 2e étoile de la semaine. Produit de Fredericton. Donc, Tynan Lawrence a seulement 17 ans. Évolue dans la USHL et déjà 9 points cette saison avec les Muskegon. Lumberjacks. Ouais, OK, Muskegon. J'ai essayé Lumberjacks. 6 buts parmi ces 9 points. Donc, et quand même une saison de 54 points l'année dernière aussi. Donc, c'est un top 5 au prochain encamp de la Ligue. À considérer pour le top 5 dans le prochain encamp. Et finalement, Courtney Sarro, elle aussi, néo-brunswickoise, qui participait à la dernière épreuve individuelle du circuit mondial de patinage de vitesse sur courte piste, a remporté l'or et du même coup le globe de cristal. Donc, elle est néo-brunswickoise. Elle est néo-brunswickoise. C'est-tu vrai? Oui. Mais elle n'est pas née au Nouveau-Brunswick. Je sais pas. Elle est née à Grand Rapids, mais ça, OK, son hometown, c'est moi. Elle est néo-brunswickoise de cœur. Même si elle n'est pas née. Elle évolue pour le Canada aux Olympiques. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça dans le fond. Ouais, c'est néo-brunswickoise. Elle est juste née en... Ouais. C'est ça. C'est exactement ça que c'est. Voilà. Hey, c'est ce qui va terminer ce 84e épisode dans Les Gradins ou l'épisode?
Guillaume Latendresse. S'il te plaît, j'espérais tellement que tu ne l'oublies pas. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Spotify et bien sûr sur Apple Podcast. Toujours 20 points d'avance, on tient le fort. C'est bon. Justin Brazeau revient, là. Ouais. Ça change rien. J'arrive. Alexandre Texier. Ça change. Moi et la France, on arrive. 10 points, Parker Waterspoon. Y a-t-il quelqu'un qui avait prédit ça dans l'assemblée? Et sur ça, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.